race humaine. Et comme vous l'avez vu dans le thème de l'émission d'aujourd'hui, les influences aliénigènes, des influences de tout ordre, et qu'elles proviennent des extra, des supra, des intraterrestres, des infraterrestres, elles influencent l'être humain dans son développement depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, et peut-être encore pour longtemps, jusqu'à la fin des temps, comme diraient d'autres. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire entendre, dès le début de cette émission, 3 types d'interventions qui influencent l'être humain. Les 3 types d'interventions dont l'origine est différente, qui influencent de manière différente les êtres humains, car on considère que les contactés, ceux qui ont eu des contacts avec ces aliénigènes, sont soit manipulés, programmés, ou deviennent missionnés suite à un contact avec les aliénigènes. À vous de choisir dans quelle catégorie vous allez placer les rapprochements, les interventions dont on va vous parler maintenant. Alors pour Max Indel, cela s'est passé en 1909. Il avait déjà étudié l'ésotérisme, il était déjà astrologue spiritualiste, il donnait aux États-Unis des conférences. Et puis, un jour, au cours d'un voyage en Allemagne, où il avait continué à apprendre l'ésotérisme, il a été contacté par un homme qui n'a pas dévoilé son identité, mais qui lui a dit, voilà, nous savons que vous cherchez un enseignement, et nous sommes prêts à vous le donner, mais à une condition, c'est que vous garderez le secret, que cet enseignement demeurera secret. Et Max Indel a dit, mais si je cherche un enseignement, ce n'est pas pour le garder pour moi, c'est pour aider les hommes de mon temps, c'est pour partager, c'est pour nourrir la faim spirituelle des hommes. Et il a refusé, dans ces conditions, l'enseignement qu'on lui proposait. Et puis il est resté encore quelques jours, il attendait son bateau pour entrer aux États-Unis. Et alors, dans sa chambre, en méditation, est apparu ce personnage qui a refait la même offre, dans les mêmes conditions. L'offre a été refusée dans les mêmes termes, et alors le personnage s'est dévoilé et a dit, je suis un frère aîné de la Rose-Croix, et je viens vous offrir cet enseignement, mais en vous demandant au contraire de le diffuser de la manière qui vous sera possible, par la parole, par les écrits, de tous les moyens possibles. Et ce que nous vous avions proposé, la condition était un test initiatique. C'était la dernière épreuve avant qu'on vous donne cet enseignement. Puissiez-vous, mon frère, avoir toujours la même ardeur pour le propager dans le monde. Et c'est ainsi que Max Indel a reçu tout platement l'indication d'un billet de chemin de fer à prendre pour aller dans un lieu de l'Allemagne de ce temps, où se situait en ce temps, je précise, le temple éthérique de la Rose-Croix. Et Max Indel a été dans le lieu géographique où apparemment rien n'existait, mais où sur le plan éthérique, on pouvait avoir un contact avec ses frères aînés de l'humanité, dont certains d'ailleurs avaient un corps de chair, certains étaient sur le plan éthérique, d'autres étaient en incarnation, et c'est là que sa conscience a été élevée dans les plans subtils pour prendre contact avec l'archétype de ce que serait cette fraternité. Et aujourd'hui, ces êtres qui jouissent du privilège de la visibilité et de l'invisibilité, entrent-ils en contact? Et vous avez utilisé vous-même le mot « a été contacté », sachant très bien que ce même terme est utilisé en ufologie pour relater les humains en relation avec des êtres, disons, extraterrestres. Donc, ces êtres visibles et invisibles se manifestent-ils encore aujourd'hui à des humains? Lorsqu'ils sont prêts, le maître paraît. Oui, et si vous voulez, c'est le travail de la fraternité de préparer les aspirants à ce contact. Mais ensuite, la fraternité s'efface. C'est un travail spirituel, c'est un contact d'âme à âme.
Et plus aucun être, président soit-il ou responsable, n'a le droit d'être au courant, d'une part, et d'intervenir dans ce contact qui est purement spirituel. La fin du cycle aura atteint son temps. Le contact entre l'homme et d'autres civilisations sera établi de façon officielle sur la Terre. Il se formera sur la Terre une religion universelle à cause de ce contact. Ce sera triste, mais ce sera essentiel parce que l'humanité ne peut pas entrer dans sa conscience rapidement. C'est au cours de l'évolution des 2500 prochaines années que l'homme en arrivera à une conscience intégrale. Donc, le contact entre l'humanité et d'autres civilisations sera utile sur le plan de la science. Mais l'homme devra réaliser que toute intervention dans les affaires de la Terre doit être maintenue en équilibre par une autre énergie. Et c'est pourquoi ce phénomène sur le plan mondial ne se fera pas de façon officielle et planétaire tant que l'homme lui-même n'aura pas suffisamment descendu d'énergie sur la Terre pour pouvoir finalement établir un lien avec les terres, établir une régence planétaire pour contrebalancer le poids de cette intervention dans l'évolution de la planète. Le phénomène extraterrestre est un phénomène intéressant. Je n'aime pas tellement en parler en public, mais c'est un phénomène intéressant parce qu'il est inévitable. Seulement, c'est un phénomène qui peut facilement empoisonner l'homme si l'homme n'est pas suffisamment dans son intelligence. Il ne faut pas s'imaginer que des êtres qui viennent d'autres mondes sont nécessairement plus évolués en conscience que l'homme. Ils sont plus évolués en science que l'homme, mais ils n'ont pas la conscience de l'homme de l'avenir, pour la simple raison qu'ils n'ont pas été, au cours de leur évolution, programmés pour les mêmes raisons. Les êtres qui viennent d'autres planètes ont été programmés pour étudier la matière, pour comprendre la matière et donner à la matière une cavité, créer dans la matière une cavité. La création de la cavité dans la matière, c'est la création de certains courants, de certains tunnels qui leur permet de passer de la matérialité à l'immatérialité. Ceci leur a permis de créer des technologies qui sont extrêmement avancées, que j'appelle des technologies immatérielles. Ce sont des êtres qui ne sont pas nécessairement très conscients, mais ce sont des êtres qui sont extrêmement puissants sur le plan cérébral, parce que déjà, ils utilisent leur cerveau éthérique, mais ils ne connaissent pas la fusion de l'ego, de l'âme et de l'esprit. La conquête de l'homme au cours de l'évolution sera la conquête de l'esprit. Les hommes auront conquis l'espace, tel que ces intelligences ont conquis l'espace. L'homme de la terre conquérera aussi l'espace et l'homme nouveau conquérera l'esprit. Et lorsque l'homme aura conquis l'esprit, il n'y aura plus d'espace matériel suffisant pour lui. Donc à ce moment-là, l'homme entrera dans les espaces éthériques et l'homme créera une nouvelle échelle de civilisation et il deviendra le protagoniste, c'est-à-dire que l'homme nouveau, l'homme conscient, l'homme intégral, l'homme qui aura accès à la conscience éthérique sera, pour la première fois depuis la programmation de l'intelligence en évolution dans le cosmos local et dans les cosmos universels, celui qui aura la régence cosmique de la conscience évolutive. Donc, lorsque nous parlons de l'homme, nous ne pouvons pas regarder l'homme tel qu'il est aujourd'hui. Il nous faut regarder l'homme sur le plan éthérique. Et l'homme sur le plan éthérique, il est très beau, il est très grand, il est très intelligent. Son intelligence n'est plus le produit de la science astrale, c'est-à-dire de l'inconscience évolutive. Son intelligence, elle est cosmique et il a, à cause de son initiation, accès à la totalité de cette science cosmique. L'homme nouveau sera tellement important dans l'évolution politique des mondes invisibles que les extraterrestres, comme vous les appelez, les êtres étrangers, viendront à lui
pour avoir une compréhension des lois, des mondes magnifiques qui seront mis à la disposition de la nouvelle évolution. Et c'est l'homme nouveau qui entrera dans cette évolution, qui ouvrira le nouveau temps, qui créera les nouveaux temples de l'évolution, c'est-à-dire les empires architecturaux qui conviendront parfaitement à l'intelligence de son mental et aussi parfaitement à la précision atomique de sa conscience cellulaire. L'homme nouveau ne sera pas un être avec un précédent. Il n'aura aucun précédent. Et c'est pourquoi, lorsque je parle de l'âme, je dis que l'âme doit être totalement transmutée pour qu'elle ne réfléchisse que la lumière de l'esprit et qu'elle vienne en syntonicité avec cette énergie pour que l'ego, lui, puisse ensuite être utilisé sur le plan créatif de la matière et ensuite sur le plan éthérique du mental. Parce que l'ego ne disparaîtra pas sur le plan éthérique du mental parce que l'homme doit maintenir la continuité de sa conscience. L'homme nouveau sera un immortel, dans un sens qui sera expliqué plus tard. Il sera un être capable de voyager sur tous les plans de tous les temps. Il n'y aura aucune limitation, aucune barrière, et il ne sera régi par aucune politique cosmique. C'est inutile pour nous de penser à ces choses-là parce que penser à ces choses-là alourdit le mental. Ce n'est pas tellement bon que nous sachions trop de ces choses-là, mais avec le temps, ces choses-là devront être sues, donc elles devront être dans le monde, publiées, dites, expliquées, pour forcer l'homme à commencer à comprendre l'univers comme il est, c'est-à-dire comme étant représentatif de l'impossible et non pas du possible. Simplement qu'il y avait des pièces du puzzle qui s'assemblaient bien, que mathématiquement c'est une solution qui était intéressante. Et c'est à cette époque-là, enfin, entre autres, que vraiment ça m'a beaucoup intrigué, parce que je me suis dit, il y a des, comment on dit, en jargon, on appelle ça une démerdante, quoi. Hein, il y a quelque chose qui permet de trouver des solutions là-dedans, et le type qui a sorti ces phrases-là, il connaissait cette solution. Donc j'étais intrigué, je me suis dit, d'où est-ce que ça peut sortir, une chose comme ça. Ensuite, bon, il y a des informations dans une palette très vaste de disciplines scientifiques, y compris en mécanique des fluides. C'est là-dedans que j'ai trouvé l'idée qu'on pouvait voler à vitesse supersonique sans faire de choc. Bon, une journaliste tout à l'heure évoquait une critique, enfin pas une critique, mais un commentaire d'un scientifique qui disait, bon, Jean-Pierre Petit est un monsieur qui a fait des travaux scientifiques solides, dont on ne conteste pas la qualité, il a simplement beaucoup d'imagination. Bon, et oui, voilà, et en particulier pour la MHD, ça n'est pas nouveau, les Japonais en ont déjà fait, oui, mais personne n'a jamais écrit antérieurement en 75 qu'on pouvait voler à vitesse supersonique sans faire de bang. Et ça, c'est une idée complètement neuve et sans aucun précédent connu. Ça ne se trouve pas dans la littérature. Donc, je dirais que ces documents-là, à cette époque-là, ils ont fonctionné comme une machine à penser. C'est curieux, on a un tas de papiers comme ça, on lit, et les idées viennent, on trouve des choses, on met des choses ensemble. C'est une sorte de puzzle. Hein, vous donnez à un enfant des Lego ou un mécano comme ça, et à ce moment-là, ces concepts-là s'assemblent, se mettent à fonctionner de façon très intéressante. Mon analyse personnelle, après 15 ans, c'est que qui est-ce qu'on a en face? Alors, moi, l'idée qu'on ait la CIA, j'élimine un peu, je pense qu'ils ne sont pas assez malins. Les scientifiques, je ne les vois pas faisant une chose comme ça. Bon, alors c'est peut-être des extraterrestres, mais si c'est des extraterrestres, comment ils fonctionnent? Eh bien, ma conclusion, c'est qu'ils ne savent pas trop faire, ils ne sont pas très sûrs de ce qu'ils doivent faire avec nous, quoi. Donc, il y a une certaine gêne, il y a une incohérence, il y a des mouvements de marche avant, de marche arrière, et finalement, ce que j'ai un peu lancé comme idée dans le livre, c'est on n'est peut-être pas très sûr qu'ils nous comprennent très bien, quoi. C'est vrai qu'en imaginant des gens qui viennent d'une autre planète, ils arrivent chez les terriens, on a des côtés très déconcertants. Et qu'est-ce qu'on peut lancer comme idée justement sur cette différence, puisque morphologiquement, ma foi, 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, une bouche, les êtres des différentes planètes sont semblables, mais ils pourraient être beaucoup plus dissemblables sur le mode du soft. Et ce qu'il y a dans ces documents, c'est qu'il y a une absence d'imaginaire, il y a une absence d'imagination, il y a une absence de fantasme, de mythe.
Et moi, j'ai été amené à me demander si cet imaginaire puissant que nous avons, cet inconscient, eh bien, est-ce que c'est une loi de la nature obligatoire ou est-ce qu'il n'y aurait pas des ethnies qui auraient des inconscients, sinon inexistants, du moins beaucoup plus faibles? Et il y a une forme d'expression linguistique dans ces textes qui est évoquée, qui est une expression double. On a un double langage. Hein. Si je dis à quelqu'un, dites-lui que je suis là, vous voyez bien que gestuellement ça veut dire le contraire. Je peux aussi dire, ah ça je vais lui rendre l'argent que je lui dois. Mon intonation nie complètement ce que je viens de dire. Bon. Mais donc le bilangage, ou le multiple langage, c'est une chose qu'on peut pratiquer. Mais eux pratiquent, d'après leur texte, un bilangage systématique qui correspond, on pourrait appeler ça une biconscience. C'est-à-dire, imaginez que votre monde conscient et inconscient se transforment en deux mondes conscients. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à imaginer. Et avec une réflexion double sur les choses, être capable de penser à la fois à de la météorologie et de la chimie en même temps, et d'avoir deux discours cousus l'un dans l'autre. Alors, au point de vue des maths, de la cosmologie, de la logique, ça pose des problèmes tout à fait fantastiques, parce que en cosmologie, on a un problème avec le temps. On n'arrive pas à l'orienter. Toutes nos équations sont time reversible. Hein. Et quoi qu'on fasse, à chaque fois qu'on essaye d'attraper cette flèche du temps et de la fixer, elle a une tendance naturelle à se retourner. Et la meilleure façon de la négocier, ce serait de décrire un phénomène à la fois du passé vers le futur et du futur vers le passé. Et pour ça, il faudrait avoir un bilangage. Il faudrait avoir une écriture mathématique qui va avec. Et à ce moment-là, notre logique serait différente. Elle aurait 4 valeurs au lieu de 2. Elle correspondrait à vrai, vrai, faux, faux, vrai, faux, faux, vrai. Ce serait plus la logique aristotélicienne. Et ils disent tout dans ces textes. On pourrait dire le centre de gravité du texte du discours humide, c'est le problème de la dangerosité de la technologie militaire. Je crois que les gens ne se rendent pas compte actuellement de ce qu'on a en main, quoi, franchement. Moi, je suggère que les peuples du monde démarchent auprès du secrétaire général de l'ONU en demandant l'interdiction immédiate, l'arrêt des expérimentations nucléaires souterraines. Alors c'est intéressant parce que ça ne crée pas de chômage, ça n'a aucune incidence économique et ça n'arrête pas la science. Il n'y a pas d'argument positif en fonction du maintien de ces expérimentations nucléaires souterraines. Personne ne peut dire qu'il faut continuer pour ça. Simplement, jusqu'ici, ceux qui ont demandé ces arrêts, c'est Greenpeace. Et Greenpeace se trompait de cible en disant les Français font des expérimentations souterraines à Mururoa, ça risque de créer une pollution. Alors à ce moment-là, un ministre des Armées vient nager au-dessus de l'eau en disant, vous voyez, c'est pas dangereux du tout, etc. C'est pas le problème de la pollution, c'est le problème de la... Si on stoppait ça, on gênerait très efficacement le progrès qualitatif des armements, car ces armements nucléaires ou post-nucléaires ne peuvent se développer qu'à travers des expérimentations de ce genre. Et le voir coup à coup, 3 types de contactés. D'abord, il y avait le contacté qui était missionné, dont Mme Aimée André nous a parlé. Il s'agit de celui qui a été à l'origine de l'Ordre de la Rose-Croix, M. Max Handel. Il y a aussi le contacté programmé, Bernard de Montréal, et lui dit toujours transmettre de l'information qu'il reçoit de quelque part, et il ne pense pas, il n'a pas de mémoire, il n'a pas d'émotion, il transmet l'information comme un peu un ordinateur qui est programmé, transmet l'information, un point c'est tout. Et nous venons tout juste d'entendre l'astrophysicien très bien connu, M. Jean-Pierre Petit, qui a travaillé surtout sur la magnéto-hydrodynamique. Et figurez-vous que lui nous parle d'extraterrestres venir de la planète Humo qui l'ont inspiré dans ses travaux scientifiques. Il faudrait savoir que ces êtres prétendent être dans un endroit, une planète dans la constellation de la Vierge, disent-ils, qu'on ne peut pas vérifier évidemment, mais qui sont pas tellement soumis aux radiations du Soleil. Donc leur pilosité, leur pigmentation est très très faible. On pourrait croire qu'ils sont aussi intraterrestres, comme dans d'autres cas, ils se disaient venir de Vénus ou d'autres venir de Mars. Mais des êtres qui vivent dans les entrailles de la Terre, on le sait depuis fort longtemps, c'est connu dans les textes sacrés dont on a déjà parlé d'ailleurs. Et M. Jean-Pierre Petit insiste aussi sur un point, c'est que ces êtres le pressent d'arrêter les explosions, des tests d'explosion nucléaire souterraines. Évidemment, les cosses terrestres, c'est un peu le toit de leur maison. Ah, ils ont tout intérêt à ce qu'on arrête les essais nucléaires souterrains. Ouais. Bon, maintenant, nous allons passer à une nouvelle étape dans cette intervention des aliénigènes, puisque c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui.
Et ces interventions pour l'ère moderne, c'est arrivé justement après les explosions des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Et donc, nous allons constater dans l'histoire moderne du phénomène aliénigène de quelle façon ils interviennent dans notre histoire, à nous les humains. Ils se mettent le nez dans ce qui ne les regarde pas, à mon humble avis. Bien sûr, je ne peux pas prouver, garantir l'authenticité de ces documents, mais ils expliquent tellement de choses. Quand on regarde le casse-tête, il y a tellement de morceaux qui prennent leur place, puis on voit un ensemble cohérent qui apparaît, qu'à partir de là, il y a quelque chose en moi qui reconnaît qu'ils sont vrais. Je suis passablement convaincu, même je suis convaincu de la véracité des faits avancés dans ces documents. Dans ces faits-là, on laisse entendre sans l'ombre d'un doute que le gouvernement américain en particulier dans les années 50 a fait un pacte signé du président de l'époque qui était Eisenhower, comme quoi on leur autoriserait à ces êtres extraterrestres à venir faire des kidnappings, s'amuser avec le code génétique humain, faire des expériences. Hein. C'est ça. Au départ, quand ils sont arrivés, ils ont expliqué que leur race était en voie d'extinction, ainsi que leur planète. En tout cas, leur race. Et donc, ils venaient ici pour observer, pour des fins médicales d'observation, pour trouver les moyens de relancer leur race en quelque sorte. Et ils ont donc demandé au gouvernement américain de leur permettre d'enlever des humains pour des fins comme celle-ci, en s'engageant à ne pas les blesser en aucune façon, puis à les retourner à leur point d'origine, à effacer de leur mémoire tout souvenir de ces aventures. Qu'il n'y a aucun traumatisme, même pas psychologique. Et ce n'est pas du tout ça. Ils n'ont pas du tout respecté cette entente-là. Et en retour, évidemment, pour allécher le président du temps, Eisenhower, qui était un militaire d'ailleurs, les Américains venaient de gagner, étaient la plus grande puissance à ce moment-là au monde. Alors, il lui offrait une technologie, notamment extrêmement intéressante, qui leur garantissait la primauté et l'hégémonie sur la Terre. Alors, évidemment, il n'a pas résisté. Alors, il a conclu cette entente avec eux. Et une, entre autres, des conditions de l'entente qui était celle des enlèvements. D'autre part, une autre, c'était que leur présence serait gardée secrète. Et là, ça explique toute cette immense opération de désinformation que nous avons vécue pendant 40 ans. Le cover-up. Le cover-up systématique. Quelles que soient les personnes, on les discréditait. Il y avait toujours un scientifique de service qui allait expliquer que non, ce n'était pas un vaisseau, c'est l'étoile Sirius qu'ils avaient observé. Même si c'était 200 personnes à voir un vaisseau gros comme une grange, on disait non, ils ont vu l'étoile Sirius, c'est une aberration. Et une autre des conditions également que les Américains avaient acceptées, c'était de leur construire des bases souterraines pour y faire leurs expériences. Puis ils en ont construit plus de 75. Et ce que nous apprennent également les documents, c'est comment on a financé cette opération gigantesque qui a coûté des milliards et des milliards de dollars. Et c'est là que, encore une fois, je pense qu'aucun romancier n'aurait pu concevoir une œuvre aussi fertile en imagination. Ça dépasse l'imagination. On a des points précis, là, des lieux mentionnés précis, des dossiers avec les noms de code des dossiers, exactement, les numéros des dossiers, c'est ça. Alors là, maintenant, décisions Laurent, présidentielles numérotées. êtes-vous maintenant le propagateur d'un nouveau mouvement de conscientisation du phénomène extraterrestre? Allez-vous partir une nouvelle religion? Je sais pas. Moi. Non, moi, je n'ai jamais parti de religion, j'en partirai jamais non plus. Je suis allé, et je suis ici ce soir pour partager cette information-là. Cette information m'arrive en tant que journaliste, puis en tant qu'humain aussi. Ben oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez maintenant de l'avenir du monde? Ben, j'ai une certaine inquiétude face à ça. Je me demande, d'une part, comment l'humanité va s'en sortir, parce que nous sommes coincés avec ces groupes. Mais d'autre part, je demeure néanmoins optimiste parce que je crois qu'à partir du moment où les humains vont revenir au cœur d'eux-mêmes et vont commencer à vivre davantage en paix, ils ont la possibilité d'obtenir une aide à ce moment-là et de s'en sortir. Ce n'est pas par la voie des armes ni par la voie de l'agressivité que nous pourrons nous débarrasser de cette race. Ils sont infiniment plus puissants et de toute façon, ils l'ont démontré à quelques reprises. Lorsque les Américains ont voulu les attaquer, ils se sont fait pulvériser. Et ils sont dans une situation de contrôle. En d'autres termes, on pourrait dire « nous sommes faits ». Et le président américain Eisenhower a vendu non seulement son pays, mais la planète en 1953, en 1954, lorsqu'il a signé ce traité avec eux. C'est l'héritage maintenant que nous avons pour nous et nos enfants. Comment, encore une fois, s'en sortir? Ben, c'est encore une fois, en rendant les gens peut-être plus conscients. Donc, l'intérêt de ces assemblées qui ont eu lieu à Montréal et à Québec, ainsi qu'une émission comme celle-ci, c'est de diffuser cette information. La même chose se fait aux États-Unis dans plusieurs endroits. Il y a effectivement une conspiration parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que si l'on regarde le trajet des 30 dernières années,
on voit que d'une période de 10 ans à une autre période de 10 ans, on est passé à des modes, des manières de penser, des habitudes complètement différentes de l'époque qui a précédé. Qui a fabriqué ces modes de pensée-là? Qui a fabriqué ces nouvelles modes de comportement, de musique, d'objets, de recherche et autre chose? Il y a des gens, et dans quel but? Ça, on n'y avait jamais pensé. Il y avait un plan, il y a un plan d'établi à l'intérieur de ça. Et pourquoi? Le plan est établi d'après les informations que j'ai eues, parce qu'il va y avoir des centaines de références à la source, d'ailleurs, il y en a dans tous les volumes que j'écris, par les Illuminati, à l'échelle mondiale, dont le but premier, depuis leurs apparitions dans les années 1748, est la mise sur pied d'un gouvernement mondial. Okay? Un gouvernement mondial présidé à la tête par un dictateur absolu qu'on appelle l'Antéchrist. Beaucoup de personnes se demandaient, l'Antéchrist, écoutez, c'est quoi? C'est un individu, c'est un système. Arrêtez de vous battre, c'est les deux. C'est un individu à la tête et c'est un système par lequel lui va pouvoir traduire sa volonté. Un peu comme Adolf Hitler, le système nazi. Oui, mais au niveau mondial. C'est ça. Et il voulait ça, lui aussi. Là. Ah oui, il voulait en arriver, mais les institutions, la technologie pour arriver à un tel contrôle n'existait pas à cette époque-là. Il était voué à l'échec. Alors que maintenant, ça existe. Avec les ordinateurs, ils ont justement la technologie. Avec les satellites et les moyens de communication instantanés sur toute la planète, ils ont la technologie pour être capables d'appliquer quelque chose de semblable. Et par le biais des Nations Unies, le développement de forces multinationales, tant au niveau policier que militaire, et l'interconnexion des différentes bases de données au niveau informatique, à partir des dossiers scolaires des individus, dossiers médicaux, dossiers au niveau des permis de conduire, dossiers au niveau du travail, dossiers au niveau médical, dossiers au niveau de l'impôt. Vous interconnectez les ordinateurs les uns par rapport aux autres et vous avez un schéma complet de chaque individu composant la société. Et si vous les interconnectez avec d'autres systèmes de données, dont le système central est situé à Bruxelles, en Belgique, à ce moment-là, vous avez un contrôle parfait de tous les individus sur la planète au niveau de l'information. De l'information. Oui, des individus de nos sociétés. Des différentes sociétés occidentales, d'accord? Les pays du tiers-monde ne sont pas menaçants au nouvel ordre mondial. Les autres, on ne les a pas numérotés non plus. Là. Justement, tu sais, ça ne lui donnera rien. Par exemple, si, écoute, si toi, tu joues une partie d'échecs avec quelqu'un, OK? Et tu as le choix de choisir au niveau des pièces entre les États-Unis d'un bord puis le Sénégal de l'autre pour un contrôle de la planète, c'est évident que tu vas prendre le pays le plus développé au niveau économique, technologique et militaire. Sinon, tu es voué à un échec en partant. Eux autres, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que les États-Unis sont le centre de contrôle de l'entraînement des forces militaires multinationales, comme je l'ai marqué dans le document sur les camps de concentration, et sont aussi l'endroit où les différents corps policiers d'élite et la nouvelle police d'État et la nouvelle police politique internationale est entraînée, d'ailleurs, aux États-Unis. C'est le centre des opérations. Mais ce à quoi je veux en venir au niveau de la conspiration du Verseau, et là où c'est complètement différent de tout ce qui a été écrit à date, c'est que le volume de la conspiration du Verseau traite de la manière dont les mécanismes intérieurs ont été fabriqués pour être insufflés par la suite dans les populations. Et ça, ce n'est pas décrit nulle part. On a écrit énormément de choses, mais on n'a pas parlé comment est-ce que les mécanismes qui font qu'à partir de l'intérieur des individus, on a développé telle manière de penser, tel mode, telle forme d'écrit, telle forme d'intérêt dans une société. Si les gens savaient, comme ils vont le savoir avec la conspiration de l'âge du Verseau, que tout ça a été pensé pour eux autres et les a été
imposé d'une façon qu'eux autres ont cru démocratique parce que c'était quelque chose de nouveau, ils vont avoir un choc parce que ça s'appelle de la manipulation. Voilà. Et la conspiration, le sens du mot conspiration veut dire manipulation, manipulation de l'âge du Verseau. Oui, on change de cycle, oui, on arrive à un autre cycle, mais il y a des bonhommes au niveau international qui ont pris, en fin de compte, le sens de cela pour le manipuler en fonction de leurs intérêts personnels. Manipulé par ceux d'en dessous, marionnettes à gaine, ou manipulé par ceux d'en haut, marionnettes à cordes. De toute façon, quel que soit le genre d'influence que nous recevons, nous subissons d'une manière ou d'une autre une forme de manipulation. M. Serge Monod nous a parlé en cours d'entrevue du jeu d'échecs. Vous voyez le damier qui est en bas de moi, qui représente justement le plancher des centres initiatiques pour des ordres ésotériques très avancés qui ont un rôle prédominant dans la politique internationale, que je nommerai pas, mais je suis sûr que plusieurs les identifient déjà. Eh bien, j'ai eu, il y a quelques années, l'idée d'expliquer à un petit enfant, mon petit garçon qui avait à peine 1 an, le sens du jeu d'échecs. Regardons ça ensemble et après, on va continuer dans cette présence du phénomène aliénigène qui nous influence, qui agit avec nous un peu comme si nous étions les pions d'un jeu d'échecs. Dans la société d'aujourd'hui, tu as la moitié de la population qui sert à faire marcher les autres. On les appelle des pions. Tu vois, là, ils sont pareils, ils sont pas bien forts. Ils peuvent juste avancer un par an. Pas plus qu'un par an. Ça, c'est les pions. Il y en a des deux côtés. Dans notre société, comme dans une autre société, il y a toujours des pions qui sont niaiseux puis qui servent juste à faire plaisir aux autres, puis on les envoie à la guerre. Puis c'est les premiers qui se font éliminer. Après ça, tu as un roi. Le roi, lui, il bouge pas vite, un par un. Puis regarde en haut, là. Tu vois, gars, qu'est-ce qu'il y a en haut d'un roi? Tu vois-tu bien? Il y a une croix. Parce que les rois, c'est les religions. Et ça, il faut protéger ça absolument parce qu'on dit que la religion, ça contient la spiritualité d'un peuple. Alors la religion, elle change pas vite. Elle avance un carré par un carré. À côté de la religion, il y a la reine politique. La reine politique, ça c'est le gouvernement. C'est la politique dans laquelle on a embarqué, gars. Alors ça, c'est très rapide. Ça change les lois comme ça veut, hein? Ça fait des mesures de guerre. Ben oui, ça fait des mesures d'urgence quand c'est nécessaire. Ça se fait des lois, à mesure que ça en a besoin. Tiens, ça c'est la reine. Tu veux t'embarquer dans la reine politique? Tiens, contrôle la reine politique, c'est parfait. Là, tu as le jackpot parce qu'avec ça, tu peux aller partout. Tu es super puissant. À côté de la reine, tu as les fous. Les fous du roi. Les fous, eux autres, ils sont narrow-minded, on appelle ça. Ça veut dire ils ont l'esprit étroit. Tu as un fou qui est rien que sur les noirs, puis tu as un fou qui est rien que sur les carrés blancs. Alors, le fou, c'est le grand spécialiste. Lui, s'il est spécialisé dans une usine, dans une entreprise, il ne peut pas changer de comportement. Il est fait pour être juste sur des noirs ou bien non, juste sur des blancs. Ça, c'est les fous. À côté des fous, tu as les cavaliers. Les cavaliers, eux autres, ils peuvent faire quelque chose qu'aucun autre pion peut faire. Ils peuvent sauter 3 carreaux puis aller à gauche. Sauter 3 carreaux puis aller à droite. Ils font des affaires qu'il n'y a aucun pion qui peut faire ça. Ça, c'est la police. Ça, c'est la pègre. C'est nécessaire dans notre société. C'est très bon pour l'équilibre de la société, mais eux autres, ils font des choses, comme on dirait, qui ne sont pas tout à fait légales tout le temps, mais c'est bon qu'on ait ça. Au Japon, on respecte la pègre. La pègre fait partie de l'équilibre social. Ici, on le fait peur, mais on laisse quand même la drogue marcher, on laisse quand même la prostitution marcher, on laisse quand même bien des affaires marcher. Ça fait le bonheur de bien du monde. Bon. Puis au bout de la ligne, ben là, tu as les tours, que les autres peuvent aller dans les deux couleurs. Regarde, ça, c'est les tours. Les tours, là, ça va dans les deux couleurs. Alors ça, c'est les multinationales, c'est les grands pouvoirs financiers. Voyez-vous ce que je vous disais? Le pion vient de prendre une débarque. La reine politique vient de tomber. Alors ça, c'est l'exemple d'une société normale. Des pions en quantité énorme, le peuple, la populace, pas trop éduquée, pas trop compétente, mais juste bonne au bras, tu sais, faire marcher le système.
Et derrière, tu as tous les nobles de la société, les hauts fonctionnaires, les spécialistes dans différents domaines, tu as les notables et les respectables. Bon. Alors, de l'eugénisme, alors vous le voyez, là, tiens, la liste est là. Il y a 8 pions qui représentent le peuple, un roi qui représente la religion, une reine qui représente la politique ou le gouvernement, si on veut, 2 fous qui représentent, les spécialistes, les fonctionnaires. Tu sais, je veux dire, si tu remplis une mauvaise feuille dans ton système social, tu es fait au gouvernement, ils ne te retrouvent plus. Ils sont hyper spécialisés, les fonctionnaires. 2 cavaliers, bon, ben, c'est le système de l'ordre. Tu sais, alors l'ordre est imposé par la police. Moi, j'ai appelé ça comme ça. Là. Puis la pègre de l'autre côté. Les autres, ils font de l'ordre aussi. Je te dis que, oui. Et puis les tours, ben, c'est les multinationales, c'est les intérêts, haute finance, et tout ça. Voilà. L'utilisation de ce jeu d'échecs pour expliquer la société d'aujourd'hui fait certainement sursauter des sociologues ou des politicologues. Évidemment, ça n'a aucune prétention très scientifique. Maintenant, pour revenir au phénomène extra- ou intraterrestre, rencontrons un politicologue ésotériste, M. Louis Lefebvre. Et qui sont les grands Manitou qui manient tout? Ça, c'est un conseil supérieur. Formé de qui, ça? D'hommes qui possèdent plusieurs doctorats, plusieurs maîtrises, qui parlent plusieurs langues, des fois 10 langues, qui se rencontrent par projection. C'est le vrai gouvernement et qui sert d'intermédiaire avec les extraterrestres et les intraterrestres, parce qu'il y a 2 groupes là-bas. Là. Oui. Le Shambhala et l'Agartha. Lisez Sainte Catherine d'Emmerich, vous allez voir qu'est-ce que c'est, le Shambhala. Pourtant, c'est une sainte qui a passé à l'épuration, puis on pourrait dire pratiquement au travers d'une certaine, comment c'est qu'on dit ça dans le Moyen-Âge, autodafé spirituelle. Parce que le prince qui était là n'était pas croyant dans cette principauté allemande-là. C'était la religion luthérienne qui s'exerçait dans cette principauté-là. Et par rapport de ça, c'était une catholique qui avait tout le groupe de la curie romaine contre elle. Puis il a passé au travail. Puis si vous voulez connaître la vraie vie de Jésus-Christ, c'est de lire ces 3 volumes. Puis des prophéties. Là, vous avez parlé d'extraterrestres, d'intraterrestres. Vous avez parlé un peu du destin du Québec, qui est un destin spécial. Oui, spécial aussi. Il faut qu'on précise toutes ces choses-là. Le grand monarque, c'est pas pour rien. Chez les Orientaux, c'est le roi des frayeurs. Parce que ce sont l'autre bord de la culture qui les écrasera. Et la source de la force des extraterrestres du bon bord, c'est le Québec. Vous savez pas ce que c'est, le Québec. Vous comprenez probablement maintenant l'importance de la situation, puisque si ces aliénigènes extra- ou intraterrestres agissent de manière très subtile dans notre société, c'est pas d'hier, c'est d'avant-hier, c'est depuis l'Atlantide, et qu'aujourd'hui, ils agissent directement dans les gouvernements du monde, ces êtres ont utilisé toujours les paramètres de la psychologie de l'être humain dans son développement par rapport à son niveau de conscience. Vous allez mieux me comprendre avec l'exemple que nous avons trié sur le volet. Si vous vous souvenez, dans l'Église chrétienne, on dit que Jésus est né. À la même époque, une étoile était passée à très basse altitude au-dessus des champs des bergers et les a guidés vers la crèche où Jésus est né. Regardez, les fondateurs de toutes les grandes religions du monde, ils ont tous eu des rapports avec des phénomènes. Regardez l'exemple que nous vous présentons maintenant et qui remonte à il n'y a pas si longtemps, 1917, 70 000 témoins. Alors, à l'intérieur du phénomène ovni, je pense qu'il est important de souligner un cas très important, un cas majeur d'ovni, et qui s'est passé bien avant 1947, donc date officielle de ce que j'appelle l'invention des ovnis. En fait, la date où les ovnis sont devenus un phénomène médiatique, parce que le phénomène était très antérieur à ça. Et comme on va le voir, en 1917, s'est déroulé un des plus gros ou des plus importants cas d'ovnis, puisqu'il y avait 70 000 témoins. C'est quand même beaucoup de monde. Et 70 000 témoins qui ont pu vraiment voir des phénomènes surprenants
qui, à l'époque, évidemment, ont été interprétés différemment parce que les gens ne pouvaient pas comparer ou tirer certaines conclusions de ce qu'ils voyaient. Et je veux parler, évidemment, du fameux cas de Fatima. Ça va peut-être surprendre beaucoup de gens qui ont peut-être une appréhension, parce que, bon, pour eux, Fatima, c'est un miracle religieux où ils voient une... tu sais, ça peut peut-être les choquer après ma barre parce qu'on parle d'OVNI avec Fatima. Pourtant, l'analyse du cas ne fait maintenant aucun doute. Elle rentre à tout point de vue dans ce qu'on appelle la grille d'analyse typique d'un phénomène OVNI. Pour ça, je vous référais d'abord à peut-être une des meilleures analyses qui a été faite par un excellent ufologue qui est Jacques Vallée. On peut être plus ou moins d'accord avec les positions que prend Vallée. Par contre, sur son approche, sa façon de travailler, sur la façon dont il analyse un cas, je pense que Jacques Vallée reste un des très bons ufologues actuellement. Et dans un livre qui date d'il y a déjà quelques années, qui s'appelle « Autre dimension », chronique des contacts avec un autre monde, voici le bouquin, publié chez Lafon. Vallée a fait une étude du cas de Fatima en plusieurs pages où il traite donc des différentes apparitions supposées de la Vierge aux 3 enfants de Fatima, donc Fatima, petite ville du Portugal. Suite à la lecture de ce bouquin-là, comme je m'intéresse au phénomène OVNI, j'ai longtemps recherché les sources. Et Vallée mentionnait donc un livre, entre autres, écrit, publié par le Vatican, avec l'assentiment papal sur les événements qui s'étaient déroulés à Fatima en 1917. Après quelques années de recherche, j'ai finalement trouvé le bouquin en question. C'est ça qui est bien avec les librairies de livres usagés. Je vous encourage fortement à visiter. On peut souvent trouver des choses assez spéciales. Donc, c'est évidemment la copie canadienne qui avait été publiée par Fides. Ça date de 1943. Et c'est donc l'ouvrage qui est honoré des félicitations et de la bénédiction du souverain pontife, qui était évidemment Pie XII à l'époque. Pas à l'époque de Fatima, mais à l'époque où le livre a été publié, évidemment. Dans ce livre, évidemment, on révèle toute l'histoire de Fatima à partir des premières apparitions jusqu'aux dernières. Je conclurai tantôt en vous lisant une petite section de ce livre-là où je pense que la simple lecture vaut tous les commentaires. Je pense que aucune analyse est nécessaire. On peut voir à travers le texte ce que ça dit bien. Par contre, j'aimerais juste mentionner ce que Vallée nous dit dans son analyse de Fatima. La plupart des gens, évidemment, parleront toujours de la fameuse date du mois d'octobre, du 13 octobre 1917, où les 70 000 personnes ont vu le soleil faire des choses un peu spéciales. Par contre, il faut bien se voir que le phénomène de Fatima a commencé quelques mois avant, où les enfants ont vu ce qu'ils appellent la dame, qui apparaissait sur une espèce de nuage blanc. La dame leur est apparue 3 fois avant la dernière fois, qui s'est produite en octobre, donc 1917. Et à chaque fois, les témoins des témoins d'ailleurs qui étaient de plus en plus nombreux à chaque fois. Les témoins qui ne voyaient pas la dame, mais qui voyaient une espèce de lueur apparaître là où les enfants, eux, disaient voir la dame. Les gens, donc, percevaient une espèce de brouillage près. C'est difficile, ils avaient de la misère à exprimer ce qu'ils voyaient, mais ça devenait comme brouillé au-dessus de la roche où apparaissait la dame. Ils entendaient un bruit de bourdonnement. Donc un bruit d'abeille, de bzzz, si on veut, qui est typique aussi des phénomènes OVNI. Lorsque la dame quittait et disparaissait, ils entendaient un genre de bang supersonique. Ça aussi, ce genre de bang est souvent noté dans des cas d'OVNI. L'air souvent devenait frais et une odeur spéciale. L'odeur spéciale dont il parlait était fort probablement une odeur d'ozone. Si jamais vous allez à l'extérieur après un orage électrique, vous remarquerez évidemment que l'air a une odeur particulière. C'est que les éclairs électriques dégagent beaucoup d'ozone, ce qui nettoie et purifie l'atmosphère, et ça laisse une très bonne odeur. Et effectivement, il fait toujours froid après un orage. Après un orage électrique, c'est toujours plus frais, en général. Donc, encore là, tous ces phénomènes-là sont des phénomènes qui sont vraiment liés, qu'on peut retrouver dans toute la littérature sérieuse sur les ovnis. C'est vraiment des caractéristiques là, générales et spécifiques des cas d'OVNI. De plus, Vallée fait remarquer, en ce qui a trait aux fameuses prédictions de Fatima,
Et là, évidemment, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais pour Vallée, il est clair que les prédictions faites par la dame aux enfants présentent des contradictions, des aberrations. Et donc, pour lui, les prophéties de Fatima, n'ont aucune valeur scientifique. Ils n'ont même... il donne un très bon exemple en disant, bon, la deuxième prophétie dirait que la Deuxième Guerre mondiale éclatera sous le règne de Pie XI, et Pie XI est mort avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Vallée attache finalement peu d'importance aux prédications de la dame rapportées par les enfants. Et il va donner en parallèle à ça les phénomènes de farfadets, de gnomes qui apparaissaient au Moyen-Âge et qui affirmaient toutes sortes de choses et qui révélaient, en fait, qui disaient aux gens des aberrations, des choses qui n'avaient aucun sens. Et Vallée va beaucoup faire de parallèles entre le phénomène Fatima, le phénomène OVNI en général, et les phénomènes de gnomes, de petits bonhommes, de farfadets qu'on voyait à l'époque dont on parlait au Moyen-Âge. Alors pour conclure, avant de vous lire le texte même de ce qui s'est passé en octobre 17 à Fatima, il faut mentionner aussi que Robert Charroux, dans son livre, le livre des maîtres du monde, parle un peu aussi de Fatima, et il en parle sous un autre aspect, c'est ça qui est intéressant. Il parle d'un aspect un peu plus obscur de Fatima, où le Vatican avait évidemment ses prêtres officiels, le chanoine Bertas et le père d'Afoncisca, qui avaient été dépêchés, si on veut, à Fatima pour confirmer ou infirmer ce qui se passait là-bas. Et par contre, probablement les Jésuites, Charroux ne le confirme pas vraiment, mais de ce qu'on peut comprendre, probablement les Jésuites avaient aussi des prêtres là-bas. Et il semblerait que ces prêtres-là ont tout fait pour un peu étouffer l'histoire de Fatima. On semblait tricoter à gauche et à droite pour pas que ça sorte. C'est un peu spécial. Est-ce qu'on peut attacher beaucoup de valeur à ce que Charroux dit? En tout cas, il nomme des noms, des dates, donc il semble y avoir une certaine crédibilité. Et effectivement, ça a pris quand même un certain temps au Vatican pour publier. Comme je l'ai dit tantôt, ça a pris en fait 30 ans pour que le Vatican publie officiellement ses recherches et accepte de donner le titre de Merveille inouïe. C'est bien comme ça que s'appelle le livre, le Fatima Merveille inouïe. C'est comme ça que le Vatican va appeler le cas de 1917 ou le cas de l'apparition de la Sainte Vierge. Donc, pour conclure sur Fatima, je vais simplement vous lire 2 petites pages. Je pense qu'elles se passent de tout commentaire, tellement c'est clair, c'est typique d'un phénomène OVNI. Pour ceux qui s'intéressent à ça, qui ont lu des livres sur le phénomène OVNI, vous verrez à quel point ça cadre très bien dans tous les phénomènes OVNI qu'on a vécu après les années 50, 60, 70. Alors voici donc la section sur ce qui s'est passé le 13 octobre 1917 à Fatima, au Portugal. Le chapitre s'intitule simplement « La danse du soleil ». Alors, voici le texte. Au moment précis où la dame faisait ce geste, Lucie avait crié à la foule « Regardez le soleil ». Alors, l'immense multitude contempla un spectacle stupéfiant, unique, jamais vu. Un de ces prodiges célestes qui semble annoncé par la parole du Sauveur dans la prophétie sur les derniers temps. Les puissances célestes seront ébranlées, les lois astronomiques seront renversées. Tout d'un coup, la pluie s'est arrêtée et les nuages opaques depuis le matin se sont dissipés. Le soleil apparaît au zénith, semblable à un disque d'argent que les yeux peuvent fixer sans être éblouis, et aussitôt il se met à tourner sur lui-même comme une roue. Comme une roue de feu, projetant dans toutes les directions des gerbes de lumière dont les couleurs changent plusieurs fois. Le firmament, la terre, les arbres, les rochers, le groupe des voyants et la multitude immense, 70 000 personnes, apparaissent successivement teintés de jaune, de vert, de rouge, de bleu, de violet. L'astre du jour s'arrête quelques instants, puis il reprend sa danse de lumière d'une manière plus éblouissante encore. Il s'arrête de nouveau pour recommencer une troisième fois, plus varié, plus coloré, plus brillant encore, ce feu d'artifice si fantastique qu'aucun artificier n'aurait pu en imaginer de semblable. Comment décrire les impressions de la foule? Extatique, immobile, retenant sa respiration, ce peuple de 70 000 voyants contemple. Tout à coup,
tous ceux qui composent cette multitude, tous sans exception, ont la sensation que le soleil se détache du firmament et par bonds, en zigzag, se précipite sur eux. Un cri formidable sort à la fois de toutes les poitrines, ou plutôt des exclamations diverses qui traduisent les dispositions diverses des âmes, mais expriment une unanime terreur. Miracle, miracle, crient les uns. Je crois en Dieu, proclame un autre. Je vous salue Marie, disent certains. Mon Dieu, miséricorde, implore beaucoup. Et bientôt, c'est ce dernier appel qui domine. Maintenant, tout ce peuple est tombé à genoux dans la boue et récite l'acte de contrition. Qui décrira l'état d'émotion de toute cette foule? Un vieillard jusqu'alors incroyant agite les bras en l'air, s'écriant « Vierge sainte, Vierge sainte ». Et les larmes inondant son village, les mains tendues vers le ciel comme un prophète, le ravissement visible dans tout son être, il crie de toutes ses forces « Vierge du rosaire, sauvez le Portugal ». Et de tous les côtés sur le plateau se déroulent des scènes analogues. La rotation du soleil, avec les intervalles, avait duré 10 minutes. Elle fut observée, répétons-le, par tous les présents sans exception. Croyants, incroyants, paysans, citadins, hommes de science, journalistes et même pas mal de libres penseurs. Tous sans préparatif d'aucune sorte, sans autre suggestion que l'appel d'une fillette invitant à regarder vers le soleil, perçurent les mêmes phénomènes avec les mêmes phases au jour et à l'heure annoncés quelques mois auparavant par ceux d'un grand prodige. Plus tard, l'enquête canonique sur le miracle permit de constater que les mouvements du soleil avaient été aperçus par des personnes qui se trouvaient à 5 km et plus de la Cova d'Ahiria, l'endroit où ça s'est produit. Ignorant par conséquent ce qui se passait, il ne pouvait en aucune manière être influencé par la suggestion ni victime d'une hallucination collective. Très important. L'enquête mit aussi en relief un fait fort curieux et qu'attestèrent tous ceux qui furent questionnés à ce sujet. Lorsque la foule fut revenue de sa stupeur et assez consciente pour se rendre compte de ce qui se passait sur la terre, chacun constata avec une stupéfaction nouvelle que ses habits tout trempés par la pluie il y a quelques minutes et souvent maculés de boue étaient maintenant absolument secs. Et on pourrait continuer. Mais voilà évidemment le cœur, si on veut, de l'apparition de Fatima. C'est, je pense que le texte se passe de commentaires. Un disque qui tourne sur lui-même, qui est mât, donc on peut regarder avec les yeux, qui tourne, qui pulse des lumières, phénomène aussi qui tombe en zigzag, comme une feuille morte. C'est tout à fait un cas d'ovni. Et je pense que Vallée a bien fait de le souligner. Je pense que le texte aussi de l'Église est heureusement très clair, très circoncis, ont bien détaillé. Et certains éléments qui sont amenés que des gens à plusieurs kilomètres de l'endroit ont vu le phénomène, corroborent qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination, qu'il y a vraiment eu un cas physique. Vallée rapporte même qu'un individu, un texte de l'époque, un individu qui avait des jumelles, probablement pas aussi développées que celles d'aujourd'hui, mais en tout cas des jumelles, qui a observé le soleil d'environ 7 km de l'endroit où se passait le phénomène. Lui prétend avoir vu le disque de façon plate, avoir vu une espèce de porte s'entrouvrir, de voir une échelle et voir des gens, entre autres deux humanoïdes, se déplacer le long de l'échelle. Est-ce qu'on peut attacher de la crédibilité à ce témoignage-là? Vallée ne juge pas, il dit c'est dans les textes lorsqu'on fouille, mais définitivement, le cas de Fatima, qui évidemment officiellement est un cas d'apparition religieuse, aujourd'hui, toute personne qui veut faire un travail sérieux doit le rentrer carrément dans un phénomène ovni. Il est là, il présente toutes les caractéristiques standards de ce qu'on appelle un phénomène ovni. Vous comprenez sans doute maintenant pourquoi il y a si peu de gens qui osent étudier le phénomène ovni, à cause de toutes ces implications qui sont des fois très délicates à aborder. Il y en a encore beaucoup moins qui osent apporter des explications. En terminant cette émission, je vous fais entendre le psychiatre américain Leo Sprinkle, qui a osé donner une information tout à fait particulière concernant les influences et la raison pour laquelle les aliénigènes s'intéressent à l'humanité.
et dire que quelques jours après que je l'avais interviewé aux États-Unis, il m'a téléphoné du Wyoming pour me demander de ne pas diffuser cette information avant une date fatidique qui est maintenant passée. Donc, nous allons entendre son exposé à M. Leo Sprinkle. They claim that there's a connection between the U.S. government and alien representatives. I don't know. Based on underground. Underground bases, and so I don't discount it. On the other hand, I don't know whether it represents the only aspect of UFO entities' interaction. It may well be that someday we'll find out that it is, quote, bad and evil, or we may find out that it's one more game that's being played. Some people like military games and intrigue. Some people like sexual games. Some people like psychological mysteries. I think that physical games are being played. I think that biological games are being played. I think that psychosocial games are being played. But I also think that spiritual games are being played, and that's why I'm interested in reincarnation. It may well be that we're not very interesting to them for the meat we can grow. Cattle can grow meat faster. We're not very interesting to them, I suspect, from the standpoint of intelligence. Computers are more intelligent. But I think we are interesting from the standpoint of the soul. Now, I don't know what that means in terms of what kind of games are being played, whether we're being sucked up for our souls or whether we're being cultivated for our souls. I would like to believe, and maybe someday I'll know, that the game is being played for their benefit and for our benefit, so that we grow, we go out in spaceships eventually, meet other civilizations, not only on other planets, but other dimensions as well. Le docteur Leo Sprinkle souhaite bien que la relation avec ces alienígènes soit au bénéfice à la fois des extraterrestres que pour nous, la race humaine. Et évidemment, l'essentiel de son message consiste à nous dire que ces êtres ne sont certainement pas intéressés à l'être humain strictement pour la viande, pour le côté matériel des choses, ni même pour l'intelligence, puisque nous avons nous-mêmes fabriqué des ordinateurs plus compétents que l'être humain au niveau de l'intelligence. Il nous dit c'est peut-être pour l'âme. Et ça devient très complexe. La semaine prochaine, nous essaierons de comprendre le côté métaphysique de la relation avec ces alienígènes. En terminant, j'aimerais vous dire que nous avons parlé justement du jeu d'échecs aujourd'hui. Eh bien, l'être humain a fabriqué des ordinateurs qui aujourd'hui réussissent à le battre au jeu d'échecs, puisque les champions du monde ont joué il y a très peu de temps avec des gros ordinateurs en Angleterre et se sont fait battre par les ordinateurs. C'est dire que l'être humain se fait battre par sa créature, sa création. Et nous, si nous sommes, la race humaine, la créature, la création de races extraterrestres ou de races de d'autres dimensions, peut-être un jour surpasserons-nous le maître, le créateur. Bonne semaine. Pour connaître nos activités, c'est dans le 5